Chaque jour, le garçon laissait une assiette de nourriture pour un sans-abri sur un banc du parc local. Mais un jour particulier, à son retour, il vit un millionnaire entouré de gardes du corps. Le monde dormait encore lorsque de minuscules pieds nus effleurèrent le parquet froid de l'appartement 204 au cœur du quartier latin. Antoine, âgé de seulement 5 ans, se déplaçait en silence vers la fenêtre du salon, guidé par la première lueur du jour qui filtrait à travers les interstices des rideaux. C'était une routine qui avait commencé quelques semaines auparavant, se réveillant avant même sa grand-mère, juste pour observer le jardin du Luxembourg qui s'étendait 3 étages plus bas. Avec de petits doigts avides, il écarta doucement le rideau usé, ses yeux bruns cherchant immédiatement la silhouette solitaire qui, comme toujours, occupait déjà le banc de pierre verdi par la mousse sous le grand marronnier. L'homme était là, aussi immobile que l'arbre qui l'abritait, son manteau brun délavé se fondant dans les ombres matinales. « Antoine !» appela une voix douce derrière lui, remplie de sommeil et d'une préoccupation maternelle. Déjà debout. « Mon chéri ?» Le garçon se tourna vers sa grand-mère, ses yeux brillants de cette intensité matinale que seuls les enfants semblent posséder. Il est arrivé le premier, encore, mamie. Yvette s'approcha de la fenêtre, ses chaussons glissant légèrement sur le sol. L'âge avait peint ses cheveux d'argent, mais ses mouvements conservaient encore la grâce de quelqu'un qui avait passé une vie à prendre soin des autres. Elle posa une main douce sur l'épaule de son petit-fils, observant la scène familière en contrebas. L'appartement qu'ils habitaient était modeste, situé dans un vieil immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Les murs, bien que propres, montraient des signes d'âge, avec de petites fissures et une peinture écaillée, mais Yvette avait transformé chaque recoin en un foyer chaleureux. Les dessins colorés d'Antoine ornaient les murs comme des œuvres d'art, et des plantes bien entretenues occupaient les rebords de fenêtres, apportant de la vie à cet espace simple. « Mamie !» commença Antoine, sa voix prenant ce ton sérieux que les enfants utilisent lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose d'important. Il ne prend jamais de petit déjeuner. Yvette cligna des yeux, surprise par l'observation. C'était vrai, durant tous les matins où ils avaient observé le mystérieux occupant du banc, ils ne l'avaient jamais vu avec la moindre nourriture. Il restait juste assis là, des heures durant, bougeant à peine. « Comment le sais-tu, mon trésor ?»« Je regarde tous les jours, » répondit Antoine, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Et mademoiselle Moreau a dit que le petit déjeuner est le repas le plus important. Elle a dit que notre corps est comme une voiture et qu'il a besoin de carburant pour fonctionner. » Yvette sourit à cette analogie simple mais efficace. Son petit-fils grandissait, absorbant le monde qui l'entourait avec une curiosité insatiable et un cœur toujours plus grand. « Tu sais, mamie, » continua Antoine, pressant maintenant son nez contre la vitre et y laissant une petite marque de buée. « Je pense qu'il doit avoir très faim. » Le commentaire resta suspendu dans l'air matinal comme un nuage lourd. Yvette sentit son cœur se serrer. En tant que grand-mère, elle ne connaissait que trop bien le poids de s'assurer qu'il y ait toujours assez à manger sur la table. Sa petite pension couvrait à peine les besoins de base, et elle sautait souvent des repas pour s'assurer qu'Antoine ait toujours assez. « On peut lui donner à manger ?» La question vint soudainement, accompagnée de ce regard qu'Yvette connaissait si bien. Des yeux grands ouverts, des sourcils légèrement haussés et un subtil tremblement de la lèvre inférieure. C'était le regard qu'Antoine arborait lorsque quelque chose comptait vraiment pour lui. Yvette hésita, son esprit calculant rapidement le budget mensuel déjà serré, les factures en attente, la nécessité d'acheter de nouvelles fournitures scolaires pour Antoine. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de son petit-fils, un mélange d'espoir et de détermination qui lui rappelait sa propre enfance, les leçons de générosité que sa mère lui avait enseignées, même dans les moments les plus difficiles. « S'il te plaît, mamie », insista Antoine, s'agrippant maintenant à l'ourlet du peignoir d'Yvette avec ses petites mains. Mademoiselle Moreau a aussi dit qu'il faut aider les gens qui en ont besoin. Yvette sentit les larmes lui monter aux yeux, qu'elle dissimula rapidement en balayant quelques mèches rebelles sur la tête de son petit-fils. « Oui, mon amour, nous pouvons lui préparer quelque chose. »
Le visage d'Antoine s'illumina comme un petit soleil, et il serra les jambes de sa grand-mère avec toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Merci, mamie. Je peux aider à faire le petit déjeuner ?» « Bien sûr que tu peux, » répondit Yvette, sentant déjà son cœur se réchauffer de l'enthousiasme de son petit-fils. « Allons à la cuisine. » La minuscule cuisine de l'appartement 204 s'emplit rapidement de vie et de mouvement. Antoine grimpa sur son tabouret spécial, un cadeau qu'Yvette lui avait fabriqué, peint en bleu clair avec de petites étoiles jaunes. C'était son poste d'observation et son perchoir pour aider en cuisine. « Qu'est-ce qu'on prépare, mamie ?» Yvette ouvrit le réfrigérateur, vérifiant mentalement ce qu'ils avaient. « Que dirais-tu d'œufs brouillés? Nous avons aussi du pain à griller et du café. »« Oui, » ajouta Antoine avec enthousiasme. « Les grands ont besoin de café le matin, tu le dis tout le temps. » Yvette eut un petit rire. « Oui, du café aussi. » Ensemble, ils créèrent une petite symphonie matinale. L'eau bouillonnant pour le café, le pain sautant du grille-pain, les tasses cliquetant, tandis qu'on les disposait. Antoine insista pour casser les œufs, ce qui entraîna quelques coquilles dans le bol, qu'Yvette repêcha discrètement quand il ne regardait pas. « Mamie, » dit Antoine, la regardant remuer les œufs dans la poêle. « Tu crois qu'il va aimer ?»« J'en suis sûr, mon amour. La nourriture préparée avec soin a toujours un goût spécial. » Tandis qu'il préparait le petit déjeuner, Yvette remarqua à quel point son petit-fils était totalement absorbé par la tâche, le bout de sa langue pointant au coin de sa bouche, alors qu'il plaçait soigneusement les tranches de pain grillées sur l'assiette. Il y avait un sérieux dans ses gestes qui contrastait avec son énergie enfantine habituelle. « C'est prêt », annonça Antoine quand ils eurent fini d'assembler le repas. L'assiette contenait des œufs brouillés frais, 2 tartines et une orange, qu'Antoine avait insisté pour inclure, parce que les fruits, c'est important. Un thermos de café complétait le repas. Yvette aida Antoine à s'emmitoufler correctement pour sa mission. C'était un matin d'automne frais, et elle s'assura qu'il porte son manteau bleu préféré et l'écharpe qu'elle lui avait tricotée. « Tu es sûr de vouloir faire ça, mon trésor ?» demanda-t-elle une dernière fois, ajustant l'écharpe autour de son cou. Antoine hocha la tête avec détermination. « Je suis sûr, mamie. Personne ne devrait avoir faim. » Yvette sentit les larmes menacer de couler à nouveau. Comment un si jeune enfant pouvait-il avoir un cœur si grand? Des moments comme ceux-ci la rendaient reconnaissante d'avoir la chance d'élever son petit-fils, malgré toutes les difficultés qu'il rencontrait. Leur première rencontre avec l'homme du parc fut un moment qu'Yvette se remémorerait pour toujours. Observant anxieusement depuis la fenêtre, Antoine traversa prudemment le jardin, équilibrant l'assiette recouverte de papier d'aluminium et le thermos de café. Sa petite silhouette paraissait encore plus minuscule à côté des parterres de fleurs et des arbres. L'homme ne bougea pas quand Antoine s'approcha. Il resta assis, la tête baissée, les mains posées sur ses genoux. De près, Antoine pouvait voir que le manteau brun était plus usé qu'il n'y paraissait depuis la fenêtre, avec de petites pièces sur les manches et des boutons manquants. « Bonjour », dit Antoine, sa voix claire et confiante, tranchant dans le silence matinal. « Je vous ai apporté le petit déjeuner. » Pendant un instant tendu, rien ne se passa. L'homme resta immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Antoine jeta un bref regard à la fenêtre de l'appartement où Yvette lui fit un signe d'encouragement. « Ce sont des œufs brouillés », continua Antoine, plaçant l'assiette et le thermos avec soin sur le banc à côté de l'homme. « Ma mamie fait les meilleurs œufs brouillés du monde. Il y a aussi une orange, parce que les fruits c'est important pour la santé. » Finalement, il y eut un mouvement. L'homme tourna légèrement la tête, ses yeux rencontrant brièvement ceux d'Antoine avant de retourner au sol. Il ne parla pas, mais sa main droite se déplaça lentement vers l'assiette, la touchant comme pour confirmer qu'elle était réelle. Antoine sourit, sentant qu'il avait accompli quelque chose d'important. « J'en apporterai encore demain, » promit-il, avant de se retourner et de courir vers l'immeuble où Yvette l'attendait à la porte. « Il l'a pris, mamie !» s'exclama Antoine dès qu'il entra, ses yeux brillants d'excitation. « Il m'a regardé !» Yvette serra son petit-fils dans ses bras, le cœur débordant de fierté. « Ah, tu as été si courageux, mon amour !»
Ainsi commença une routine qui allait devenir la pièce maîtresse des matinées de l'appartement 204. Antoine se réveillait avant le réveil, impatient de commencer à préparer le petit déjeuner. Yvette ajusta son budget du mieux qu'elle put, prenant parfois des commandes supplémentaires de gâteaux et de pâtisseries pour s'assurer qu'il y ait toujours quelque chose à partager. Le menu variait en fonction de ce qu'ils avaient, parfois juste du pain avec du beurre et du café. D'autres fois, ils parvenaient à inclure un fruit ou même une part de gâteau qu'Yvette avait cuit pour vendre. Antoine insistait pour aider dans les moindres détails, du choix de ce qu'il fallait servir à la mise en place de l'assiette. L'homme ne parlait jamais, mais Antoine commença à remarquer de petits changements dans son comportement. Ses mains ne tremblaient plus autant lorsqu'il prenait l'assiette, et parfois, il levait un peu plus la tête en entendant les pas s'approcher. En de rares occasions, il y eut même un bref contact visuel. Une semaine après le début de sa mission, Antoine eut une nouvelle idée pendant le petit déjeuner. « Mamie, dit-il en mâchant sa tartine. Pensif, je peux lui faire un dessin. Yvette sourit en lui versant plus de lait. Je pense que c'est une merveilleuse idée, mon trésor. Ce soir-là, Antoine se consacra à son œuvre d'art avec tout le sérieux dont il était capable. À l'aide de crayons de cire, il dessina 3 personnages, lui-même, reconnaissable à son manteau bleu, sa grand-mère avec ses cheveux d'argent et un tablier, et l'homme du parc, tous se tenant la main sous un soleil souriant. En haut de la page, il écrivit de son écriture maladroite d'enfant. « Ami ». Le lendemain matin, avec le petit déjeuner habituel, Antoine laissa son dessin soigneusement plié à côté de l'assiette. « J'ai fait ça pour vous », dit-il, la voix légèrement tremblante de nervosité. C'était la première fois que l'homme prenait quelque chose directement des mains d'Antoine. Ses doigts, encore tremblants, déplièrent le papier avec soin. Pendant un long moment, il fixa le dessin, et Antoine aurait juré voir une lueur différente dans ses yeux. À partir de ce jour, chaque petit déjeuner fut accompagné d'un cadeau spécial, parfois un nouveau dessin, d'autres fois un simple mot avec les lettres qu'Antoine apprenait à l'école, ou de petites fleurs qu'il cueillait en chemin. L'homme les plaçait tous dans la poche de son manteau brun, avec le même soin qu'il montrait en recevant la nourriture. Yvette observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle remarqua comment son petit-fils avait changé depuis qu'il avait commencé sa mission de bonté. Antoine, qui avait toujours été un enfant doux, avait développé une sensibilité encore plus grande aux besoins des autres. À l'école, la maîtresse remarqua comment il avait commencé à aider les camarades en difficulté, partageant son goûter ou offrant son soutien pendant les activités. Le matin devint le moment le plus précieux de la journée pour Antoine. Il sautait pratiquement du lit en entendant le réveil de sa grand-mère, impatient de commencer à préparer le petit déjeuner. Parfois, Yvette le trouvait déjà dans la cuisine, essayant d'atteindre les ingrédients sur les étagères inférieures. « Doucement, mon petit, » dirait-elle avec tendresse, l'aidant à grimper sur son tabouret. « Nous avons le temps. » Le jardin du Luxembourg, autrefois un simple lieu du quartier, se transforma en la scène d'une histoire silencieuse, de compassion et de connexion humaine. Les voisins commencèrent à remarquer la routine inhabituelle du petit Antoine et de son mystérieux ami. Certains observaient avec méfiance, d'autres avec admiration, mais tous étaient touchés d'une manière ou d'une autre par la détermination du garçon à aider un inconnu. Un matin particulièrement froid, Antoine insista pour prendre une couverture supplémentaire de son lit. « Il doit avoir si froid, mamie », argumenta-t-il, ses grands yeux suppliant la permission. Yvette n'hésita qu'un instant avant de l'aider à plier la couverture d'une manière qu'il pourrait la porter avec le petit déjeuner. Elle observa depuis la fenêtre Antoine s'approcher du banc, encore plus prudemment que d'habitude. « Je vous ai apporté ceci pour que vous n'ayez pas froid, » dit-il, plaçant la couverture après avoir posé le petit déjeuner à sa place habituelle. L'homme regarda la couverture un long moment avant d'étendre la main pour la prendre. Ses doigts effleurèrent légèrement ceux d'Antoine lors de l'échange, et le garçon remarqua à quel point ils étaient froids. « Merci, » dit l'homme, sa voix rauque et basse, presque un murmure. C'était le premier mot qu'Antoine entendait de lui en toutes ces semaines. Le garçon resta là,
stupéfait un instant, les yeux grands ouverts de surprise et de joie, son visage s'illuminant d'un sourire si éclatant qu'il aurait pu réchauffer tout le jardin. « De rien ?» répondit-il avec enthousiasme avant de rentrer en courant pour raconter à sa grand-mère cet excitant développement. Yvette écouta le récit animé d'Antoine sur le premier mot de l'homme avec un sourire aux lèvres, mais aussi une pointe d'inquiétude au cœur. Plus le temps passait, plus elle se posait de questions sur cet homme mystérieux. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Avait-il une famille? Où allait-il quand il n'était pas sur le banc? Les jours suivants apportèrent de petits changements, presque imperceptibles pour quiconque n'y prêtait pas attention. L'homme commença à lever davantage la tête en entendant les pas d'Antoine approcher. Ses yeux, autrefois toujours fixés au sol, erraient maintenant occasionnellement vers le visage du garçon, tandis qu'il parlait de sa journée d'école ou de ses derniers dessins. Un matin, après un mois de cette nouvelle routine, Antoine rentra de l'école particulièrement excité. « Mamie, mamie, ma maîtresse nous a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. » Yvette, terminant un peu de rangement dans la cuisine, sourit à son petit-fils. « Qu'est-ce que c'était, mon amour? » « Elle a dit que parfois les gens sont tristes parce qu'ils se sentent seuls, » expliqua Antoine en grimpant sur la chaise de la cuisine. « Et un ami peut faire partir la tristesse. » Yvette s'arrêta dans ce qu'elle faisait, sentant où son petit-fils voulait en venir. « C'est vrai, mon trésor. » Alors, continua Antoine, sa voix prenant ce ton sérieux qu'il utilisait pour ses grandes idées, « je crois qu'on doit être plus que des gens qui apportent de la nourriture. On doit être ses amis. » La simplicité et la profondeur de la conclusion d'Antoine émurent Yvette. Elle s'approcha de lui et embrassa le sommet de sa tête. « Tu as un cœur en or, mon amour. » Le lendemain matin, Antoine demanda à partir encore plus tôt que d'habitude. Avec le petit déjeuner habituel et son dessin quotidien, il portait quelque chose de spécial. Une petite voiture rouge, sa préférée. Quand il arriva au banc, l'homme était là, attendant, la tête levée, une vision qui remplit de joie le cœur d'Antoine. « Bonjour, » dit Antoine en posant le petit déjeuner à l'endroit habituel. « Je vous ai apporté quelque chose à voir. » Il s'assit sur le banc à côté de l'homme, ce qu'il avait commencé à faire occasionnellement, et lui montra la petite voiture. « Voici Éclair. Elle est très spéciale parce que c'était un cadeau de mon papa avant qu'il aille vivre avec les anges. » L'homme se tourna légèrement pour regarder le jouet, et pour la première fois, Antoine vit quelque chose de différent dans ses yeux, une sorte de reconnaissance, peut-être même de compréhension. « Rouge, » dit l'homme, sa voix un peu plus ferme que d'habitude. « Oui, » répondit Antoine, excité. « C'est la voiture la plus rapide du monde. Vous voulez voir ?» Et là, en ce matin d'automne frais, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Antoine commença à pousser la petite voiture le long du banc, imitant les bruits de moteur avec sa bouche, et pendant un bref instant, si bref qu'Yvette, observant attentivement depuis la fenêtre, aurait pu le manquer, un petit sourire apparut sur le visage de l'homme. C'est à ce moment-là qu'Yvette comprit vraiment ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement d'apporter de la nourriture à quelqu'un dans le besoin, il s'agissait de connexion humaine dans sa forme la plus pure et la plus simple. Il s'agissait d'un garçon de 5 ans qui, avec sa gentillesse naturelle et son cœur ouvert, ramenait lentement la lumière dans la vie de quelqu'un qui semblait perdu dans l'ombre. Les semaines se transformèrent en un mois, et la routine se solidifia en quelque chose de sacré. Antoine développa de nouveaux mini-rituels au sein du rituel global. Le lundi, il apportait des dessins colorés. Le mercredi, de petites histoires qu'il inventait avec l'aide d'Yvette. Le vendredi, il réussissait toujours à ajouter quelque chose de spécial au petit déjeuner, comme une part de gâteau que sa grand-mère faisait pour vendre. L'homme restait principalement silencieux, mais ses mots, bien que rares, commencèrent à venir plus souvent. Bon, merci, enfant, gentil. Antoine chérissait chaque mot comme un joyau précieux, les récitant à Yvette chaque soir avant de s'endormir. Yvette, de son côté, s'adapta complètement à la nouvelle routine. Elle commença à travailler quelques heures supplémentaires, faisant des gâteaux sur commande, s'assurant qu'il y ait toujours quelque chose de spécial à partager.
Le budget était toujours serré, mais elle trouvait que le bonheur d'Antoine et la transformation lente mais évidente de l'homme valaient chaque sacrifice. Alors que le premier mois de ce voyage inattendu touchait à sa fin, Yvette regarda son petit-fils dormir paisiblement, épuisé après une autre journée de sa mission de bonté. À côté de son lit reposait son dessin pour le lendemain matin, une scène colorée du parc avec lui et l'homme mystérieux jouant avec la petite voiture rouge sous un soleil souriant. Yvette savait que quelque chose de spécial se passait, quelque chose qui dépassait sa complète compréhension. Son petit-petit-fils, avec sa gentillesse instinctive et sa persévérance innocente, ne nourrissait pas seulement un étranger. Il nourrissait un lien qui transcendait les mots et les circonstances. Et ainsi, alors que la nuit tombait sur la ville, l'appartement 204 reposait en paix, ses occupants ignorant que leurs petits actes de bonté étaient sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui changerait non seulement leur vie, mais celle de tous ceux qui les entouraient. Antoine s'endormit cette nuit-là en rêvant de petites voitures rouges et de sourires timides, tandis que sur un banc dans un parc, caché par l'obscurité de la nuit, un homme tenait un dessin froissé, ses yeux montrant enfin une lueur d'espoir qui avait été absente depuis bien trop longtemps. Ce fut un matin particulièrement froid qu'Antoine remarqua pour la première fois la montre. Le soleil s'était à peine levé sur l'horizon, et ses petites mains serraient fermement l'assiette du petit déjeuner alors qu'il se dirigeait vers le banc habituel. L'homme était là, comme toujours, mais quelque chose dans sa façon de bouger attira l'attention du garçon. Un reflet doré dépassant de la manche effilochée de son manteau. « Elle est si jolie !» s'exclama Antoine, les yeux fixés sur la montre qui brillait au poignet de l'homme. L'objet détonnait complètement avec le reste de son apparence. C'était une montre élégante, avec des détails en or et un bracelet en cuir qui, bien qu'usé, semblait encore sophistiqué. Elle contrastait vivement avec le manteau rapiécé et le pantalon délavé qu'il portait toujours. L'homme sembla remarquer le regard d'Antoine et tira instinctivement sa manche pour couvrir la montre, mais c'était trop tard. La curiosité du garçon était déjà piquée. « Mon papa avait une montre aussi », commenta Antoine, s'asseyant à côté de l'homme comme il le faisait souvent maintenant. « Mamie la garde dans une boîte spéciale. Elle dit qu'un jour, elle sera à moi. » L'homme leva légèrement les yeux, ce qu'il faisait rarement. Son regard tomba sur son propre poignet, et pendant un instant, une profonde confusion traversa son visage. Ses doigts touchèrent la montre avec hésitation, comme s'il ne reconnaissait pas l'objet. Depuis la fenêtre de l'appartement 204, Yvette observait la scène avec attention. Ces derniers jours, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement de l'homme mystérieux. Parfois, c'était comme s'il se réveillait d'une transe, regardant autour de lui, comme s'il voyait le parc pour la première fois. À d'autres moments, ses yeux brillaient d'une clarté qui s'estompait bientôt, comme une bougie vacillant dans le vent. Isabelle. Le nom glissa des lèvres de l'homme dans un murmure si bas qu'Antoine l'entendit à peine. « Qui est Isabelle » demanda le garçon innocemment. L'homme ne répondit pas, ses yeux de nouveau fixés sur un point lointain, et ses mains tremblaient légèrement en tenant le café qu'Antoine avait apporté. Le jour suivant, au petit déjeuner, Antoine ne pouvait cesser de penser à la montre et au nom qu'il avait entendu. « Mamie » demanda-t-il en grignotant sa tartine. « Pourquoi quelqu'un avec une si belle montre resterait tout seul dans le parc ?» Yvette s'arrêta de faire la vaisselle, pensive. C'était une question perspicace, surtout venant d'un enfant de 5 ans. « Parfois, mon amour, les gens ne perdent pas seulement leur chemin en ville, mais ils se perdent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. » Antoine fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Comme quand je me suis perdu au supermarché ?»« Quelque chose comme ça ?» dit Yvette avec un sourire, s'essuyant les mains sur son tablier. « Mais quand on se perd à l'intérieur, il peut être plus difficile de retrouver le chemin du retour. » Dans le parc, les voisins commençaient à remarquer l'amitié inhabituelle entre le petit Antoine et l'homme mystérieux. Madame Dupont, qui vivait dans l'immeuble adjacent, arrêtait souvent Yvette dans la rue pour lui faire part de son inquiétude. «
N'est-ce pas dangereux de laisser le garçon s'approcher si près d'un étranger ? demandait-elle, sa voix chargée d'inquiétude. Mais Yvette avait appris à faire confiance à son instinct et à celui d'Antoine. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'homme, même dans ses moments les plus lointains, qui ne transmettait pas le danger, mais une profonde tristesse. Un matin, alors qu'Antoine déposait l'assiette habituelle du petit déjeuner, il entendit l'homme marmonner, ce qui semblait être une adresse. Avenue Foch, 1542. Bureau au 10e étage. « Vous travaillez là-bas » demanda Antoine, curieux. L'homme cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il se réveillait d'un rêve. Il regarda Antoine avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un là. Puis, il secoua lentement la tête et retourna à son silence habituel. Yvette commença à prendre des notes discrètes. Chaque nom et adresse qu'Antoine disait avoir entendu, elle les notait soigneusement dans un petit carnet. Il y avait quelque chose dans la manière de l'homme, les moments de lucidité, la montre chère, les adresses qu'il murmurait, qui suggéraient une histoire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraissait. Jean-Luc. « Il faut aller chercher Jean-Luc à l'école » murmura l'homme une autre fois, ses doigts tambourinant nerveusement sur le banc. « Qui est Jean-Luc » demanda Antoine en déballant le pain beurré qu'il avait apporté. « C'est votre ami » L'homme regarda Antoine avec une intensité que le garçon n'avait jamais vue. Pendant un bref instant, ses yeux semblèrent concentrés et clairs. « Mon fils » chuchota-t-il avant que ce voile familier ne revienne dans son regard. Antoine courut à la maison ce jour-là, débordant d'excitation à propos de la nouvelle information. « Mamie, il a un fils, il s'appelle Jean-Luc. » Yvette ajouta le nom à sa liste grandissante, un sentiment d'urgence s'insinuant dans son cœur. Il y avait une famille quelque part, des gens qui cherchaient peut-être cet homme. Les jours suivants apportèrent plus de fragments du passé. Occasionnellement, l'homme vérifiait l'heure sur sa montre avec une expression paniquée, marmonnant à propos de réunions importantes ou d'engagements en retard. À d'autres moments, il restait complètement immobile, à l'exception de ses doigts, caressant doucement la montre comme un talisman. Poussé par une curiosité enfantine, Antoine continuait de poser des questions innocentes. « Où habitez-vous ? Quelle est votre nourriture préférée ? Vous aimez les petites voitures comme moi ?» Les réponses, quand elles venaient, étaient vagues ou confuses, s'interrompant souvent au milieu d'une phrase. Un après-midi, alors qu'Yvette pliait du linge près de la fenêtre, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. L'homme se leva de son banc, chose qu'il faisait rarement pendant la journée, et se mit à marcher en cercle, vérifiant à plusieurs reprises sa montre. Ses lèvres bougèrent rapidement, et même de loin, elle pouvait voir son agitation. Antoine, qui jouait dans le parc à ce moment-là, s'approcha de lui sans crainte. Yvette observa, tendue, son petit-fils prendre doucement la main de l'homme et le guider jusqu'au banc. L'homme le suivit comme un enfant perdu, ses pas mal assurés, mais faisant confiance au petit guide. « Ça va aller » entendit Yvette la voix claire d'Antoine. « Parfois, je suis confus aussi, mais mamie dit que tout va mieux après avoir pris 3 grandes respirations. » Étonnamment, l'homme suivit les instructions du garçon. Assis sur le banc, il prit 3 grandes respirations, ses épaules se détendant visiblement à chaque expiration. Cette nuit-là, après avoir couché Antoine, Yvette s'assit à la table de la cuisine avec son petit carnet. Elle relut chaque détail qu'elle avait consigné. La montre en or, les noms Isabelle et Jean-Luc, l'adresse de l'avenue Foch, les mentions de réunions et d'engagements importants. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle pour elle-même alors que les pièces du puzzle commençaient à former une image plus claire dans son esprit. Le lendemain, Antoine apporta non seulement le petit déjeuner habituel, mais aussi l'une de ses petites voitures préférées. « Parfois, quand je suis triste, jouer me fait du bien », expliqua-t-il à l'homme, qui regarda le jouet avec une expression lointaine. « Jean-Luc aussi aimait les petites voitures », dit l'homme doucement, ses doigts touchant légèrement le jouet. « Jean-Luc est votre fils ?» tenta de nouveau Antoine, espérant plus d'informations. Mais le moment de clarté était passé, et l'homme retourna à son état contemplatif, ses yeux dérivant au loin.
La voiture, cependant, resta dans ses mains, ses doigts traçant occasionnellement les roues, avec un soin presque révérencieux. Yvette observait la scène, le cœur lourd. Elle était de plus en plus convaincue que cet homme n'était pas un simple sans-abri qui s'était installé dans leur parc. Il y avait une histoire de vie là, une vie interrompue, une famille qui le cherchait peut-être désespérément. En regardant son petit-fils interagir avec l'homme mystérieux, Yvette se fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait la vérité, peu importe le temps que cela prendrait. Pour Antoine, qui avait ouvert son cœur si complètement à cet étranger, et pour l'homme lui-même, qui semblait lutter pour retrouver son chemin à travers le brouillard de son esprit. La montre en or continuait de briller au poignet de l'homme, un témoignage silencieux d'une vie antérieure, détenant des secrets qui refaisaient progressivement surface à travers les échos du passé. Le soleil peinait à percer les lourds nuages ce matin-là, quand Antoine fit sa plus intrigante découverte sur l'homme du parc. Comme toujours, il s'approcha avec le petit déjeuner soigneusement préparé, ses petits pas résonnant dans le parc encore endormi. L'homme occupait sa place habituelle sur le banc de pierre verdi par la mousse, mais autre chose attira l'attention du garçon. Un éclat doré dépassant de la manche usée du manteau brun. « Quelle jolie montre !» s'exclama Antoine, ses grands yeux fixés sur l'objet qui ornait le poignet de l'homme. C'était un contraste saisissant avec le reste de son apparence. La montre était clairement un objet de luxe, détaillé en or avec un bracelet en cuir, qui, bien qu'usé, conservait son élégance d'origine. Elle détonnait complètement avec le manteau rapiécé, le pantalon délavé et les chaussures usées. L'homme sembla se réveiller de sa torpeur habituelle aux commentaires, ses yeux, typiquement distants et flous, se fixant sur la montre avec une intensité soudaine. Ses doigts tremblèrent légèrement en touchant le cadran doré, comme s'il essayait de reconnaître quelque chose de familier dans une mer de souvenirs confus. 3 heures. Réunion importante, murmura-t-il, sa voix rauque par manque d'usage. Isabelle attendra. Antoine pencha la tête, curieux. Qui est Isabelle ? La question innocente sembla percer une barrière invisible. L'homme leva le regard, trouvant les yeux d'Antoine avec une clarté momentanée qui surprit le garçon. Pendant un instant, il y eut de la reconnaissance dans son regard, comme s'il voyait vraiment Antoine pour la première fois. « Isabelle, répéta-t-il plus doucement cette fois, m'a... » Mais le mot suivant se perdit alors que ses yeux s'ennuagèrent à nouveau, le brouillard familier de la confusion descendant comme un rideau sur son visage. Ses mains retombèrent sur ses genoux, et son regard dériva une fois de plus. Depuis la fenêtre de l'appartement 204, Yvette observait avec une inquiétude croissante. Ces derniers jours, elle avait remarqué des moments de clarté plus fréquents chez l'homme mystérieux. Parfois, il semblait sortir d'une transe, regardant autour de lui comme s'il voyait le parc pour la première fois. À d'autres moments, ses yeux brillaient d'une compréhension qui s'évanouissait bientôt, comme une bougie vacillant dans le vent. « Avenue Foch. 1542 » murmura l'homme une autre fois, ses doigts tambourinant nerveusement sur le banc. « Suite 13. Présentation au conseil d'administration. » Antoine, qui déposait le petit déjeuner à côté de lui, enregistrait tout avec la curiosité naturelle d'un enfant. Pour lui, ces moments étaient comme des pièces de puzzle qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il savait instinctivement importantes. Les voisins du parc commencèrent à remarquer et à commenter l'amitié inhabituelle qui se formait entre Antoine et l'homme mystérieux. Madame Dupont, de l'immeuble d'à côté, attrapait souvent Yvette à l'entrée du marché pour lui faire part de son inquiétude. « Yvette, ma chère, » disait-elle, la voix basse et remplie d'appréhension. « N'êtes-vous pas inquiète de laisser Antoine s'approcher si près de... d'un étranger ?» Yvette comprenait l'inquiétude, mais quelque chose dans son cœur ne la laissait pas interférer avec la mission qu'Antoine s'était donnée. Parfois, Carmen, il faut faire confiance à l'instinct d'un enfant. Antoine voit quelque chose en lui que peut-être, nous, les adultes, ne pouvons pas voir. En effet, Antoine semblait avoir un don spécial pour faire ressortir les moments de clarté de l'homme.
Ses questions innocentes et sa présence inébranlable semblaient ancrer l'homme à la réalité, même si ce n'était que brièvement. « Vous avez une famille ?» demanda Antoine un matin en partageant un morceau de gâteau qu'Yvette avait cuit. L'homme leva les yeux de son café, une lueur d'émotion traversant son visage. « Jean-Luc, dit-il, la voix tremblante. « Je dois aller chercher Jean-Luc à l'école. »« Qui est Jean-Luc » insista doucement Antoine. « Mon fils, » répondit l'homme avant que ses yeux ne dérivent à nouveau dans le vide. Yvette tenait un petit carnet, notant chaque détail. Nom, adresse, référence à des réunions du conseil, la montre en or. Chaque élément suggérait une vie antérieure, un monde bien éloigné de la silhouette solitaire sur le banc du parc. Un matin, le ciel se leva exceptionnellement sombre et le vent portait l'avertissement d'un orage approchant. Antoine courut à la fenêtre dès son réveil, son petit front plissé d'inquiétude en voyant les nuages menaçants. « Mamie » appela-t-il, la voix légèrement tremblante. « Il va pleuvoir très fort ?» Yvette vint à la fenêtre, observant le ciel menaçant. Les nouvelles du matin avaient prévenu d'une forte tempête se dirigeant vers eux, avec des vents violents et de fortes pluies prolongées. « Oui, mon amour » dit-elle en posant une main douce sur son épaule. « On dirait qu'on va avoir un gros orage. » Les yeux d'Antoine se remplirent immédiatement de larmes. « Mais et lui, mamie? Où va-t-il aller? Il va être tout mouillé. » Yvette sentit son cœur se serrer. C'était une préoccupation valable. L'homme passait ses journées sur le banc du parc, exposé aux éléments. Un orage comme celui qui arrivait pourrait être dangereux pour quelqu'un dans sa condition. « Mamie » se tourna Antoine vers elle, ses grands yeux suppliants. « On peut l'inviter à rester ici, juste le temps que la pluie passe ?» La question surprit Yvette, bien qu'une partie d'elle s'attendait à quelque chose comme ça. Ses instincts protecteurs l'avertirent immédiatement des risques d'inviter un étranger dans leur maison. Mais ensuite, elle pensa à la montre en or, au nom qu'il répétait, à ses moments lucides. Cet homme avait une histoire, une vie qui, pour une raison quelconque, avait été interrompue. « S'il te plaît, mamie, » insista Antoine, tirant maintenant sur le bord de son tablier. « Il va tomber malade s'il reste dehors sous la pluie. Et tu dis toujours qu'il faut aider ceux qui en ont besoin. » Yvette regarda de nouveau par la fenêtre. Il était déjà sur son banc habituel, apparemment inconscient des nuages menaçants. Ses propres enseignements sur la compassion et l'aide aux autres résonnaient dans la voix d'Antoine. Après un long moment, elle soupira. « D'accord, Antoine, nous l'inviterons à rester jusqu'à ce que l'orage passe. » Le visage du garçon s'illumina d'un sourire radieux. « Vraiment, mamie? On peut y aller maintenant, avant qu'il ne commence à pleuvoir ?» Yvette hocha la tête, mais retint doucement son bras avant qu'il ne sorte en courant. « Il faut être prudent, d'accord? Et s'il ne veut pas venir, nous devons respecter cela. » Antoine acquiesça solennellement, bien que ses yeux pétillent d'anticipation. Ensemble, ils descendirent au parc, Yvette portant un parapluie assez grand pour trois. L'homme leva les yeux à leur approche, une légère étincelle de reconnaissance traversant son visage à la vue d'Antoine. Le garçon prit immédiatement la parole, sa voix claire et confiante, tranchant dans l'air lourd du matin. « Il va y avoir un très gros orage aujourd'hui, » annonça-t-il en montrant le ciel sombre. « Mamie et moi, on voudrait vous inviter à rester chez nous, jusqu'à ce que ça passe. » L'homme cligna des yeux plusieurs fois, son regard passant d'Antoine à Yvette, puis aux nuages menaçants. Il semblait traiter l'offre, ses mains agrippant le bord de son manteau nerveusement. « On a du chocolat chaud », ajouta Antoine, utilisant son argument le plus convaincant. « Et je peux vous montrer toutes mes petites voitures. » Yvette fit un pas de plus, gardant une distance respectueuse, mais offrant un sourire aimable. « C'est plus sûr que de rester dehors sous la pluie, » dit-elle doucement. « Nous n'avons pas à parler si vous ne le souhaitez pas. Juste un endroit sec et chaud pour attendre la fin de l'orage. » L'homme jeta un coup d'œil à sa montre, un geste qu'Yvette avait appris à reconnaître comme sa façon de s'ancrer dans les moments d'incertitude.
Ses lèvres bougèrent silencieusement, comme s'il avait une conversation intérieure. « S'il vous plaît, » insista Antoine, tendant sa petite main. Quelque chose dans la simplicité du geste, l'innocence dans cette main tendue, sembla l'atteindre. Lentement, avec hésitation, il se leva du banc. Yvette remarqua qu'il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé et que, malgré ses vêtements usés, il se tenait avec un air de raffinement. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'il faisait le court trajet de retour vers l'immeuble. Antoine serra fermement la main de l'homme, le guidant comme s'il l'avait fait depuis des années. Yvette suivait de près, observant comment l'homme regardait autour de lui avec un mélange d'appréhension et de curiosité. En entrant dans l'appartement 204, Yvette remarqua d'abord à quel point l'homme semblait déplacé dans un environnement intérieur. Ses yeux parcoururent la pièce comme s'il essayait de cartographier un territoire inconnu. Ses mains tremblaient légèrement, et il resta près de la porte jusqu'à ce qu'Antoine tire doucement sa manche. « Venez voir ma chambre !» s'exclama le garçon, impatient de montrer ses trésors. « Antoine, » intervint doucement Yvette, « peut-être devrions-nous d'abord montrer à notre invité où il peut se sécher et se reposer un peu. » L'homme la regarda avec une expression qu'Yvette ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Il y avait de la gratitude, de la confusion et quelque chose d'autre qui ressemblait à de la honte. « La salle de bain est par ici, » indiqua-t-elle. « J'ai des serviettes propres et... » Elle hésita un instant avant de continuer. « Si vous le souhaitez, je peux laver vos vêtements. J'ai quelques vêtements de mon feu mari qui pourraient vous aller. » L'homme hocha légèrement la tête, toujours sans parler. Yvette le guida jusqu'à la salle de bain, lui montrant où se trouvaient dans les serviettes et les vêtements propres. En fermant la porte, elle entendit l'orage commencer à hurler dehors, le vent sifflant entre les bâtiments. Antoine était près de la fenêtre, le visage pressé contre la vitre, observant la pluie qui tombait maintenant à verse. « Heureusement qu'il est entré, n'est-ce pas, mamie ?» Il se serait fait tremper. Yvette sourit en ébouriffant les cheveux de son petit-fils. « Oui, mon amour, c'était très gentil de ta part de t'inquiéter pour lui. » Pendant qu'ils attendaient, Yvette prépara du chocolat chaud et disposa quelques biscuits qu'elle avait cuits la veille. Antoine était dans le salon, arrangeant ses jouets, déterminé à montrer chacun d'entre eux à son ami du parc. Quand l'homme sortit de la salle de bain, vêtu des habits du feu mari d'Yvette, elle remarqua un changement subtil dans son apparence. Propre et en vêtements secs, il était encore plus évident qu'il n'était pas juste une autre personne sans abri. Il y avait une dignité dans sa posture, même si ses yeux semblaient toujours perdus. « Regardez, j'ai fait un circuit de course », annonça Antoine fièrement, montrant un circuit élaboré qu'il avait mis en place avec ses petites voitures. L'homme s'approcha lentement, s'asseyant par terre à côté d'Antoine quand le garçon lui tira la manche. Yvette observait, fascinée, comment il semblait plus détendu en jouant avec les simples jouets d'Antoine que lors de toute autre interaction. « Celle-ci, c'était Claire », expliqua Antoine en lui montrant sa voiture rouge préférée. « Et celle-là, c'est Tonnerre. Laquelle voulez-vous » Pendant un moment, l'homme sembla confus par la question. Puis, avec hésitation, ses doigts se tendirent vers la voiture bleue qu'Antoine lui offrait. « Jean-Luc » ? « Jean-Luc aimait toujours la bleue, » murmura-t-il. Antoine rayonna, lui tendant la voiture. « Vous pouvez être la bleue, alors. Faisons la course. » Yvette s'installa dans son fauteuil, observant la scène surréaliste qui se déroulait dans son salon. L'homme mystérieux du parc, maintenant propre et en vêtements convenables, jouant aux petites voitures avec son petit-fils, tandis qu'un orage faisait rage dehors. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont il suivait les instructions enthousiastes d'Antoine, comment ses doigts tremblants manœuvrirent la voiture autour du circuit improvisé. Parfois, l'homme se figeait, les yeux parcourant la pièce, comme s'il n'était pas sûr de l'endroit où il se trouvait. Dans ces moments, Antoine lui touchait doucement le bras et le ramenait au jeu, sa voix d'enfant ancrant l'homme dans le présent. « Avez-vous faim ?» demanda Yvette après un moment, lui offrant le plateau avec le chocolat chaud et les biscuits. L'homme regarda le plateau comme s'il n'était pas sûr de quoi faire.
Antoine prit immédiatement un biscuit et le lui tendit. « Ce sont les meilleurs biscuits du monde, c'est mamie qui les a faits. » Lentement, l'homme croqua dans le biscuit, et quelque chose dans son expression changea. « Isabelle, murmura-t-il. Isabelle faisait des biscuits comme ça le dimanche. » Yvette nota mentalement ce nouveau nom, prévoyant de l'ajouter à son carnet. Chaque information semblait faire partie d'un puzzle plus grand, le portrait d'une vie émergeant progressivement du brouillard de la confusion. L'après-midi s'écoula, accompagné par le son de la forte pluie battant sur les fenêtres. Antoine continua de montrer ses jouets, brandissant fièrement sa collection de livres pour enfants. L'homme semblait plus à l'aise avec les livres, ses doigts caressant les pages avec une familiarité qui suggérait une vieille habitude. « Vous aimez lire des histoires ?» demanda Antoine, s'installant à côté de lui sur le canapé avec son livre préféré. « Je lisais à Jean-Luc, » dit l'homme, la voix lointaine. « Chaque soir, avant de dormir. » Yvette, occupée à ranger la cuisine, s'arrêta pour observer l'homme commencer à lire à voix basse, d'abord hésitant, mais gagnant progressivement en confiance. Antoine écoutait attentivement, ses yeux passant des illustrations au visage de l'homme. À un moment donné, un coup de tonnerre retentit assez fort pour faire trembler les fenêtres. L'homme sursauta, le livre glissant de ses mains. Ses yeux s'agitaient sauvagement, comme s'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. « Ça va », dit rapidement Antoine, plaçant sa petite main sur celle de l'homme. « C'est juste le tonnerre. Mamie dit que c'est le ciel qui fait du bruit. » L'homme se concentra sur Antoine, sa respiration se calmant progressivement. « Ciel, » répéta-t-il doucement, qui fait du bruit. Yvette s'approcha avec plus de chocolat chaud, remarquant à quel point les mains de l'homme tremblaient en saisissant la tasse. Il y avait quelque chose de profondément troublant à voir, quelqu'un d'aussi manifestement éduqué et raffiné, comme en témoignaient ces moments de clarté, perdus dans son propre esprit. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, il devint clair que l'orage ne se calmerait pas de sitôt. Antoine avait montré presque tous ses jouets et livres et était maintenant étalé sur le tapis, dessinant avec des crayons de cire. « Ça, c'est vous », expliqua-t-il en montrant son dessin. « Et ça, c'est moi. Et ça, c'est mamie. On boit tous du chocolat chaud. » L'homme regarda le dessin pendant un long moment, ses doigts traçant légèrement les figures colorées. « Famille », murmura-t-il, et pendant un instant, ses yeux se remplirent de larmes. Yvette réalisa qu'il devrait décider comment gérer la nuit. L'orage était toujours violent, et renvoyer l'homme au parc dans ces conditions était impensable. « Vous pouvez dormir dans ma chambre ?» offrit Antoine avec enthousiasme. « Je peux dormir avec mamie. » Yvette intervint doucement. « En fait, mon trésor, nous pouvons préparer le canapé. Ce sera plus confortable pour tout le monde. » Pendant qu'Yvette allait chercher des draps et des oreillers supplémentaires, elle remarqua que l'homme semblait lutter contre une bataille intérieure. Ses yeux vacillaient entre la clarté et la confusion, comme si deux réalités différentes se disputaient son attention. « Je dois y retourner », murmura-t-il à un moment, se levant brusquement. « Mais il pleut beaucoup », protesta Antoine en lui tenant la main. « S'il vous plaît, restez. Demain, je vous montrerai ma collection de dinosaures. » La simplicité de la demande sembla le calmer, et lentement, il se rassit. Yvette remarqua à quelle fréquence il touchait sa montre en or, comme si cela l'aidait à rester connecté au présent. Quand l'heure du coucher arriva enfin, Antoine était réticent à partir. « Je peux raconter juste une dernière histoire ?» plaida-t-il, déjà dans son pyjama à thème spatial. Yvette autorisa une dernière histoire, regardant son petit-fils se blottir à côté de l'homme sur le canapé, lui montrant les images de son livre préféré sur les étoiles et les planètes. C'était incroyablement émouvant de voir un homme qui pouvait à peine se souvenir de son propre nom être si absorbé par les explications enthousiastes d'un enfant. « Bonne nuit », dit finalement Antoine, donnant à l'homme un câlin spontané avant de se diriger vers la chambre avec Yvette. Plus tard, après avoir vérifié qu'Antoine dormait, Yvette retourna silencieusement dans le salon. L'homme était toujours éveillé, assis sur le canapé préparé,
regardant par la fenêtre où l'orage faisait encore rage. « Merci, dit-il doucement, surprenant Yvette par la clarté de sa voix. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent les siens, plus lucides qu'à aucun autre moment de la journée. Yvette hocha la tête, sentant qu'elle était témoin d'un moment charnière. « Reposez-vous, dit-elle gentiment. Demain est un autre jour. » Alors qu'elle se préparait à se coucher, les pensées d'Yvette tourbillonnaient autour des petits indices révélés au cours de la journée. La montre en or, les noms qu'il avait mentionnés, sa façon de lire, sa familiarité avec les livres, sa posture raffinée. Il y avait toute une vie cachée sous la surface de sa confusion, une histoire qui devait être découverte. Demain, décida-t-elle, elle commencerait à chercher des réponses plus concrètes, en commençant par les vêtements mouillés encore dans la salle de bain. Peut-être contenait-il un indice sur la véritable identité de leur mystérieux invité. Dehors, l'orage continuait, mais à l'intérieur de l'appartement 204, quelque chose avait changé. Une connexion s'était formée, des ponts invisibles construits par la gentillesse d'un enfant et la compassion d'une grand-mère. Et tandis que la nuit s'écoulait, l'homme du parc dormait, pour la première fois depuis longtemps, dans un endroit sûr et accueillant, ses rêves remplis de souvenirs luttant pour refaire surface. Le matin après l'orage se leva avec une sorte de luminosité différente, comme si la nature se rattrapait de la fureur de la nuit précédente. Yvette était debout avant les premiers rayons de soleil, son sommeil troublé par des pensées sur l'invité mystérieux qui occupait maintenant son canapé. Il était exactement là où elle l'avait laissé, assis droit avec une posture qui, même dans sa confusion, laissait entrevoir des années de raffinement. Ses mains, comme d'habitude, jouaient avec la montre en or à son poignet, une pièce qui intriguait maintenant Yvette plus que jamais. « Bonjour, dit-elle doucement, prenant soin de ne pas le surprendre. « Voulez-vous un peu de café ?» Il tourna lentement la tête, prenant quelques secondes pour se concentrer sur elle avant de faire le plus léger des hochements de tête. Dans la cuisine, alors que le café infusait dans la vieille cafetière, Yvette organisa ses pensées. Antoine dormait encore profondément, épuisé par l'excitation de la veille. C'était l'occasion parfaite d'enquêter sur ce qui la taraudait depuis la nuit dernière, les vêtements trempés de l'homme. L'arôme du café emplit l'appartement alors qu'Yvette se dirigeait vers la salle de bain. Les vêtements mouillés étaient soigneusement pliés sur le dessus du panier à linge, exactement comme elle les avait laissés. Même trempé, le manteau brun conservait une certaine dignité. Il semblait, bien qu'usé, révéler un haut niveau de savoir-faire. En vidant les poches, ses doigts se trouvèrent de quelque chose, un petit objet caché dans une poche intérieure, si discret qu'il aurait pu facilement être manqué. C'était une carte de visite, ses bords usés et jaunis, mais le texte en relief doré était encore parfaitement lisible. Henri Dubois, PDG, Société Dubois. Yvette sentit ses genoux flageoler. Elle dut s'appuyer contre le lavabo, ses mains tremblant en tenant ce petit bout de papier qui pourrait déverrouiller tout le mystère. Le nom lui semblait familier, comme un écho lointain de quelque chose qu'elle aurait dû se souvenir. La carte toujours en main, elle retourna silencieusement à la cuisine. Son vieil ordinateur portable était sur la table. Avec des doigts tremblants, elle le démarra et se connecta à Internet. La recherche de Henri Dubois fit battre son cœur. Des titres apparurent. La disparition du PDG atteint les 6 mois. La famille augmente la récompense. Le mystère Dubois. L'homme d'affaires toujours porté disparu. L'empire du vin en suspens. Où est Henri Dubois? La photo accompagnant les articles lui glaça le sang. C'était lui, le même homme qui dormait maintenant sur son canapé. Bien que l'image montrait une version qui semblait plus jeune, plus dynamique, vêtue d'un costume impeccable et arborant un sourire confiant. L'histoire se lisait comme un scénario de film. Henri Dubois, 45 ans, PDG de l'une des plus grandes sociétés de vin du pays, avait disparu après un grave accident de voiture. Son véhicule avait été retrouvé renversé sur une route de campagne, avec des signes qu'il avait subi un traumatisme crânien important, mais l'homme d'affaires était introuvable. « Mon Dieu !» chuchota Yvette, les mains couvrant sa bouche sous le choc.
Toutes les pièces commencèrent à s'emboîter. La montre en or, la posture raffinée qui refaisait surface même dans la confusion, les noms qu'il marmonnait, Isabelle, sa femme, Jean-Luc, son fils adolescent qui avait créé une page sur les réseaux sociaux dédiée à la recherche de son père. Mamie? La voix endormie d'Antoine la fit sursauter, la faisant claquer l'ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Juste quelques vérifications, mon trésor, » répondit-elle, essayant de calmer sa voix. « As-tu bien dormi ?» Antoine hocha la tête en se frottant les yeux. « Il est toujours là ?»« Oui, il est dans le salon, » dit Yvette, son esprit s'emballant. « Pourquoi n'irais-tu pas te laver pendant que je prépare ton petit déjeuner ?» Tandis qu'Antoine se dirigeait vers la salle de bain, Yvette prit une décision qui, elle le savait, changerait la vie de tout le monde. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro indiqué sur le site web de la Société Dubois. « Bureau des enquêtes Dubois. Bonjour, » répondit une voix professionnelle après 2 sonneries. Yvette prit une profonde inspiration. « Bonjour, j'ai des informations sur Henri Dubois. Madame, veuillez comprendre que nous avons reçu de nombreux appels concernant cette affaire. »« Il est dans mon salon en ce moment, » interrompit Yvette, sa voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. Il a une montre en or à son poignet et une carte de visite dans la poche de son manteau. Il marmonne les noms d'Isabelle et de Jean-Luc. Il est assis sur un banc de notre parc local depuis des semaines, et mon petit-fils lui apporte le petit déjeuner. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Quand la voix revint, elle était nettement différente. « Madame, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je transfère votre appel immédiatement. » Les 30 minutes suivantes furent un tourbillon de questions détaillées. Yvette expliqua tout. Comment Antoine avait commencé sa mission de bonté quotidienne, les moments de lucidité d'Henri, les mots qu'il marmonnait, la montre qu'il n'enlevait jamais, et enfin la découverte de la carte de visite. « Comment va-t-il » demanda une nouvelle voix, plus émotive que les autres. « Physiquement, je veux dire. »« Mince » répondit Yvette en jetant un coup d'œil vers le salon, mais pas malade. Confus, la plupart du temps, bien qu'il ait des moments lucides. Et la montre? Il ne l'enlève jamais? C'était un cadeau de la fête des pères de Jean-Luc, dit la voix, étranglée par l'émotion. La dernière chose sur laquelle il a vraiment insisté en partant ce matin-là. Yvette fut informée qu'une équipe, y compris Isabelle Dubois, montait à bord d'un vol privé et arriverait en début d'après-midi. « S'il vous plaît, » demanda Yvette avant de raccrocher. « Quand vous arriverez, venez me voir d'abord. Je dois préparer mon petit-fils. » Dans le salon, Antoine avait déjà rejoint Henri, lui montrant avec enthousiasme sa collection de dinosaures. « Celui-ci, c'est le T-Rex, » expliqua-t-il avec enthousiasme. « C'est le roi des dinosaures. »« Musée, » murmura Henri, ses yeux momentanément concentrés. « Jean-Luc, emmenez Jean-Luc au musée. » Grand dinosaure. Yvette observait, le cœur serré, sachant que c'était probablement les derniers moments qu'Antoine aurait avec son mystérieux ami. Vers midi, comme d'habitude, Henri indiqua qu'il voulait retourner sur le banc du parc. « Vous reviendrez, n'est-ce pas ?» demanda Antoine anxieusement. « J'ai encore d'autres dinosaures à vous montrer. » Henri regarda le garçon avec un regard d'une lucidité inattendue. « Merci, » dit-il doucement. Pour le petit déjeuner. Pour tous. Yvette observa depuis la fenêtre. Henri regagnait son banc habituel dans le parc. Son téléphone vibra. L'équipe venait d'atterrir et serait là dans 30 minutes. « Antoine, » appela-t-elle doucement, « j'ai besoin que tu restes avec Madame Dupont cet après-midi. »« Mais mamie, » protesta Antoine, « je voulais montrer plus de mes jouets à mon ami. » Yvette s'assit à côté de son petit-fils. « Parfois, mon trésor, les gens que nous aimons doivent partir pendant un moment, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils en ont besoin. » Après avoir laissé un Antoine confus avec Madame Dupont, Yvette attendit à l'entrée de l'immeuble. Une petite flotte de voitures noires banalisées se gara discrètement à proximité. Du premier véhicule sortit Isabelle Dubois.
Même après des mois de recherche et d'inquiétude, Isabelle portait une élégance naturelle, bien que ses yeux rougis trahissent son anxiété. « Madame Martinez ?» demanda-t-elle, sa voix contrôlée mais tendue. « Appelez-moi Yvette, s'il vous plaît, » répondit-elle doucement. « Il est dans le parc, sur son banc, comme toujours. » Isabelle saisit la main d'Yvette avec une force surprenante. « Comment est-il ? » « Vraiment ?» Yvette raconta comment la gentillesse d'Antoine avait déclenché un changement, comment Henri marmonnait souvent les noms d'Isabelle et de Jean-Luc, comment il ne les avait jamais oubliés, même dans ses moments les plus perdus. « Il ne vous a jamais vraiment oublié, » conclut-elle doucement. Même au plus profond de sa confusion, vos noms revenaient sans cesse. « 6 mois, » chuchota Isabelle, des larmes coulant librement. « Nous cherchons depuis 6 mois, et il était ici, pris en charge par un ange de 5 ans. » Yvette mena le groupe à travers le parc. Isabelle marchait comme dans un rêve, les yeux rivés sur la silhouette solitaire, assise sur le banc de pierre verdi par la mousse. C'est à ce moment qu'Yvette remarqua Antoine s'échapper de l'appartement de Madame Dupont, courant vers le banc en serrant quelque chose dans ses mains, probablement un autre dessin. Isabelle s'arrêta à quelques mètres du banc, la main sur la bouche pour étouffer un sanglot. Henri leva lentement la tête, comme s'il sentait une présence familière. Ses yeux, habituellement distants, trouvèrent ceux d'Isabelle de l'autre côté de l'espace qui les séparait. « Regardez ce que j'ai dessiné. » La voix claire d'Antoine brisa le silence tendu du matin. « C'est vous, avec moi, et mamie, et tous les dinosaures. » Le moment était surréaliste, le passé et le présent d'Henri convergeant en un seul instant. Son regard passait d'Isabelle à Antoine, comme si son esprit luttait pour traiter ces deux réalités qui se heurtaient. « Isabelle » chuchota-t-il, le mot quittant ses lèvres comme une prière. « Jean-Luc. »« Oui, Henri, » répondit doucement Isabelle en s'avançant. « Nous sommes venus te ramener à la maison. » Antoine regardait la scène avec confusion, tenant toujours son dessin. « Vous la connaissez ?» Yvette se rapprocha, posant une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils. « Mon trésor, souviens-toi quand nous avons parlé des changements. » Isabelle s'agenouilla au niveau d'Antoine. « Nous ne pourrons jamais assez te remercier d'avoir si bien pris soin de lui. » Henri jeta un coup d'œil à sa montre en or. « Cadeau de Jean-Luc, » dit-il, sa voix plus claire que d'habitude. « Oui, » confirma Isabelle, maintenant assise à côté de lui. « Jean-Luc est impatient de te voir. » Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine. « Il part, mamie ?» Yvette serra son petit-fils dans ses bras. « Oui, mon amour, mais tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as aidé une famille à se retrouver. » Les enquêteurs s'approchèrent discrètement, préparant les étapes suivantes. Il y avait beaucoup à faire, examens médicaux, documentation, réhabilitation. Mais pour l'instant, dans le parc qui avait été le témoin silencieux de tant de matinées de bonté, le temps semblait s'être arrêté. « Tu pourras venir lui rendre visite, » dit doucement Isabelle à Antoine, « une fois qu'il ira mieux. Et je suis sûr qu'il voudra que tu rencontres Jean-Luc aussi. » Antoine sourit à travers ses larmes, offrant son dessin une dernière fois. Henri le prit entre ses mains tremblantes, son regard plus concentré que jamais. « Merci, » dit-il, le mot chargé de moi de petits déjeuners, de dessins et de conversations à sens unique. « Mon ami. » Yvette observait, son propre cœur rempli d'émotions. Le mystère de l'homme du parc était résolu, mais l'héritage de gentillesse que son petit Antoine avait construit résonnerait longtemps. Et ainsi, dans le même parc où tout avait commencé, un chapitre se terminait pour qu'un nouveau puisse commencer. Le soleil se leva différemment ce matin-là, peignant le ciel de teintes douces de rose et d'or qui semblaient préfigurer quelque chose d'extraordinaire. Le parc, habituellement calme à cette heure, était déjà anormalement animé. Des voitures noires discrètes garées à proximité et des personnages bien habillés parlaient à voix basse, créant un contraste saisissant avec la simplicité habituelle du parc. Isabelle Dubois se tenait à une courte distance du banc de pierre verdi par la mousse,
son corps tendu comme la corde d'un violon sur le point de se rompre. 6 mois de recherches infatigables, d'espoirs renouvelés puis anéantis, de nuits blanches à regarder de vieilles photographies, tout cela menait à ce moment. Là, assis sur le banc, exactement comme Yvette l'avait décrit, se trouvait Henri. Il maintenait sa posture habituelle, apparemment inconscient de l'agitation qui se formait autour de lui. Ses doigts, dans un geste qu'Isabelle reconnut instantanément, jouaient avec la montre en or à son poignet, le cadeau que Jean-Luc avait si soigneusement choisi pour la fête des pères, quelques semaines seulement avant l'accident. Henri? La voix d'Isabelle trembla sur le nom qu'elle avait appelé dans ses rêves et ses cauchemars pendant les nombreux mois de leur séparation. Il leva la tête avec cette lenteur caractéristique qu'Yvette avait décrite, ses yeux prenant plusieurs secondes pour se concentrer sur la source de la voix. Quand son regard rencontra enfin celui d'Isabelle, quelque chose d'indéfinissable traversa son visage, comme un rayon de soleil perçant de lourds nuages. « Isabelle » chuchota-t-il, le mot portant le poids de souvenirs à moitié oubliés. C'est à ce moment précis qu'Antoine arriva, suivant sa routine quotidienne comme il l'avait fait depuis des mois. Le garçon portait l'assiette recouverte de papier d'aluminium et le thermos de café, faisant des pas petits mais déterminés. Il se figea en voyant les étrangers entourant son ami. « Bonjour » dit-il avec hésitation, sa voix enfantine, tranchant dans le silence tendu du matin. « Je vous ai apporté votre petit déjeuner. » Isabelle se tourna pour regarder le garçon, et son cœur faillit s'arrêter. Il était là, le petit ange qu'Yvette avait décrit, l'enfant qui avait nourri et pris soin d'Henri quand personne d'autre ne savait où il était. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues alors qu'elle réalisait le dévouement qui brillait sur le jeune visage d'Antoine. Le regard d'Henri vacilla entre Antoine et Isabelle, comme s'il essayait de réconcilier 2 mondes distincts qui venaient de se heurter brusquement. « Antoine » murmura-t-il, puis avec une clarté surprenante, « Isabelle. »« Papa » L'exclamation vint de Jean-Luc Dubois, qui ne pouvait plus se contenir dans la voiture où il attendait. L'adolescent de 15 ans sprinta pratiquement vers le banc, ignorant les protestations étouffées des enquêteurs qui conseillaient la prudence. Antoine resta là, les yeux écarquillés, tenant toujours le petit déjeuner qui semblait maintenant étrangement déplacé. « Papa » répéta-t-il, sa petite voix chargée de confusion et d'une pointe de peur. Henri répondit à la présence de Jean-Luc d'une manière remarquable. Ses yeux, habituellement distants, se concentrèrent sur son fils avec une rare intensité. Ses mains agrippèrent la montre en or, comme s'il cherchait un point d'ancrage dans cette réalité émergente. « Jean-Luc » dit-il, la voix plus forte qu'à aucun moment depuis qu'Antoine le connaissait. « La montre, ton cadeau. » Jean-Luc s'arrêta à quelques pas, des larmes coulant librement sur son visage d'adolescent. « Oui, papa, » s'étrangla-t-il. « Tu ne l'as jamais enlevé, n'est-ce pas ?» C'est alors qu'Yvette apparut, ayant remarqué l'absence d'Antoine de chez Madame Dupont. Son cœur se serra à la vue de son petit-fils debout là, tenant toujours fidèlement le petit déjeuner, alors que son monde familier se transformait autour de lui. « Antoine, mon trésor » appela-t-elle doucement en s'approchant. « Mamie » Antoine se tourna vers elle, ses petites mains tremblantes. « Qui sont ces gens? Pourquoi font-ils pleurer mon ami ?» Doucement, Yvette prit l'assiette et le thermos des mains de son petit-fils, les posant sur le banc à côté d'Henri. Elle s'agenouilla pour rencontrer ses yeux, cherchant les mots justes pour expliquer une situation si compliquée à un enfant de 5 ans. « Souviens-toi quand nous avons parlé de comment les gens peuvent se perdre, » commença-t-elle, « pas seulement perdus dans un endroit, mais perdus à l'intérieur d'eux-mêmes ?» Antoine hocha lentement la tête, son regard se portant sur Henri, maintenant avec Isabelle et Jean-Luc, chacun tenant une de ses mains. « Notre ami, » continua doucement Yvette, « il était perdu comme ça. Il a une famille qu'il aime beaucoup et qui le cherche depuis tout ce temps. » Isabelle, remarquant la peur et la confusion dans les yeux d'Antoine, s'approcha et s'agenouilla également. « Il s'appelle Henri, » dit-elle gentiment. « C'est mon mari et le père de Jean-Luc. Il y a 6 mois,
Il a eu un terrible accident et est devenu très confus. Il ne se souvenait plus qui il était, ni comment rentrer à la maison. Antoine considéra chaque mot, son petit visage, un portrait d'émotions contradictoires. Mais il était toujours là, dit-il, la voix tremblante, sur le banc, tout seul, ayant besoin de son petit déjeuner. Oui, dit Isabelle, les larmes coulant. Et toi, Antoine, tu as été son véritable ange. Quand personne ne savait où il était, quand nous ne pouvions pas l'aider, tu étais là, lui apportant non seulement de la nourriture, mais de la compagnie, de l'affection, des dessins. Jean-Luc, maintenant assis à côté de son père sur le banc, fouilla dans son sac à dos. « J'ai apporté des choses à te montrer, papa, » dit-il en sortant un album photo soigneusement conservé. Henri fixa l'album, un mélange de fascination et de confusion. Ses mains tremblantes touchèrent les pages, comme s'il essayait d'absorber les souvenirs par contact physique. « Te voilà à mon 14e anniversaire, » expliqua Jean-Luc en montrant une photo. « C'était quelques mois avant l'accident. Tu venais de me donner cette montre. »« Anniversaire, » murmura Henri, ses doigts traçant l'image. « Gâteau au chocolat. Ton préféré. » Antoine, qui s'était rapproché timidement, jeta un coup d'œil aux photos par-dessus l'épaule de Jean-Luc. « Il a l'air différent sur les photos, » observa le garçon innocemment. « C'est vrai, » acquiesça Jean-Luc en se tournant pour sourire à Antoine. « Mais grâce à toi, il n'a jamais été seul. Tu as pris soin de lui quand nous ne le pouvions pas. » Yvette choisit ce moment pour raconter comment elle avait découvert la véritable identité d'Henri. Elle raconta avoir trouvé la carte de visite dans la poche du manteau pendant l'orage, ses recherches sur Internet, et comment tous les indices s'étaient mis en place. Les noms qu'il murmurait. Isabelle, Jean-Luc, expliqua-t-elle, la montre en or qu'il n'enlevait jamais, la façon dont il se tenait même quand il semblait le plus perdu. Il y avait une histoire là, qui attendait d'être découverte. Pendant qu'Yvette parlait, Henri restait absorbé par les photographies, chaque image semblant déclencher de petites étincelles de mémoire. Isabelle s'assit à côté de lui, passant un bras autour de ses épaules, tandis que Jean-Luc continuait de montrer chaque photo. « Regarde celle-ci, papa, » dit Jean-Luc, indiquant une photo de musée. « Tu m'avais emmené voir des dinosaures pour la première fois. »« Dinosaures » répéta Henri, puis il regarda Antoine. « Toi aussi, tu aimes les dinosaures. » Antoine hocha la tête avec enthousiasme, un petit sourire éclairant son visage. « Je lui ai montré ma collection de dinosaures hier. Il a beaucoup aimé le T-Rex. J'avais peur du T-Rex quand j'étais petit, » confessa Jean-Luc, forgeant un lien avec le jeune garçon qui avait pris soin de son père. « Je pensais qu'il allait sortir du musée et me poursuivre. » Antoine gloussa pour la première fois ce matin-là. Mais le T-Rex n'existe plus. Ce ne sont plus que des os maintenant. Le rire d'Antoine sembla avoir un effet positif sur Henri, dont les yeux devinrent plus concentrés. « Jean-Luc, dit-il, la voix plus claire, tu as grandi. » Isabelle serra la main de son mari. « Oui, mon chéri. 6 mois. Ça fait 6 très longs mois sans toi. » La mention du temps fit froncer les sourcils à Antoine. « Alors il n'aura plus besoin que je lui apporte son petit déjeuner ?» La question, si innocente et pourtant si profonde, fit retenir leur souffle à tous les adultes. Henri regarda directement Antoine, et pour la première fois depuis leur rencontre, son regard était entièrement présent. « Antoine, dit-il, tu m'as nourri quand j'étais perdu. Pas seulement avec de la nourriture, mais avec de la gentillesse, avec des dessins, avec des histoires de dinosaures. » Isabelle, impulsivement, serra Antoine dans ses bras. « Toi et ta grand-mère, vous êtes de vrais anges. Vous n'avez pas seulement nourri Henri, vous l'avez maintenu en vie, vous avez maintenu son humanité jusqu'à ce que nous puissions le trouver. » Yvette se tenait à côté, remplie d'un tumulte d'émotions. Son jeune petit-fils, qui avait transformé un simple acte de bonté en une mission quotidienne, recevait l'une des plus grandes leçons de la vie. Parfois, aider quelqu'un signifie être prêt à le laisser partir. « On pourra quand même venir le voir ?» demanda Antoine, plein d'espoir.
J'ai d'autres dessins à lui montrer. Jean-Luc sourit. Bien sûr, et je pourrais te montrer ma collection de dinosaures à moi. J'en ai même qui brillent dans le noir. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent à cette idée, mais son expression redevint vite sérieuse. Mais est-ce qu'il ira bien? Est-ce qu'il se souviendra de tout? Doucement, Isabelle expliqua qu'Henri aurait besoin d'aide médicale et d'un traitement spécialisé pour retrouver ses souvenirs et sa santé. Mais grâce à toi et à ta grand-mère, il n'est plus perdu. Vous l'avez gardé en sécurité jusqu'à ce que nous puissions le trouver. Henri continuait d'alterner entre des moments de clarté et de confusion, mais chaque photographie familière, chaque voix reconnue, ramenait plus de fragments de mémoire à la surface. L'homme mystérieux sur le banc laissait lentement la place à l'Henri Dubois qu'il avait été, toujours nécessitant des soins, toujours confus, mais plus perdu dans son propre esprit. « Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, » dit doucement Isabelle. « Les médecins sont prêts à commencer un traitement approprié. » Antoine s'agrippa à la main d'Yvette. « Mamie, est-ce qu'on peut faire un dernier petit déjeuner ensemble avant qu'ils partent ?» Isabelle et Jean-Luc échangèrent des regards émus. « Je pense que nous avons le temps pour ça, » répondit Isabelle. « En fait, nous serions ravis de partager ce moment avec vous. » Et ainsi, en cette matinée de transformation, le petit groupe se rassembla autour du petit déjeuner qu'Antoine avait préparé. Henri, réassis entre sa femme et son fils, avec Antoine et Yvette, complétant le cercle, partagea son dernier repas dans le parc, non pas comme un étranger solitaire, mais comme un homme redécouvrant son identité à travers l'amour de sa famille et la gentillesse d'étrangers devenus des anges gardiens. Alors que le soleil montait plus haut, baignant le parc d'une lumière dorée, une histoire se terminait, tandis que beaucoup d'autres commençaient. L'homme mystérieux du banc avait retrouvé le chemin de la maison, guidé par la bonté d'un garçon qui avait décidé que personne ne devrait jamais avoir à manger son petit déjeuner seul. Et Antoine, tendant son dernier dessin à son ami du parc, comprit que parfois les plus grands miracles commencent par les plus petits gestes, comme partager un petit déjeuner avec quelqu'un qui semble perdu. Le cabinet du docteur Martin était un espace accueillant, avec des murs au ton doux et une vue apaisante sur un petit jardin. Ce matin-là, le neurologue de renom observait attentivement Henri Dubois, assis dans un fauteuil confortable, avec Isabelle à ses côtés. Le cas de M. Dubois est un cas fascinant d'amnésie dissociative, expliqua le médecin, ajustant ses lunettes en examinant les nombreuses notes et tests effectués ces derniers jours. Le traumatisme de l'accident, combiné au stress élevé qu'il subissait, a créé une tempête parfaite dans son cerveau. Antoine, assis entre Yvette et Jean-Luc sur un petit canapé, écoutait attentivement, même si tous les mots n'avaient pas de sens pour ses oreilles de 5 ans. Depuis les retrouvailles dans le parc, il avait insisté pour accompagner son ami à chaque rendez-vous important. « Mais pourquoi a-t-il tout oublié ?» demanda sa petite voix curieuse. Le docteur Martin sourit gentiment au garçon. Parfois, Antoine, quand quelque chose de très effrayant se produit, notre cerveau essaie de nous protéger en se cachant pendant un moment. C'est comme quand tu fermes les yeux pendant un film qui fait peur. Isabelle serra la main d'Henri, qui alternait entre des moments de clarté et de confusion. « Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le médecin consulta le rapport de police et les dossiers médicaux qui avaient depuis été récupérés. Le matin de l'accident, M. Dubois se rendait à une réunion importante. Selon les enquêtes, un camion a perdu le contrôle dans un virage et a forcé sa voiture à sortir de la route. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un fossé. Yvette sentit Antoine lui serrer la main. Il lui était difficile d'imaginer son ami du parc, habituellement si calme, traversant quelque chose d'aussi effrayant. « Ce qui est remarquable, » continua le docteur Martin, « c'est que M. Dubois a réussi à sortir de la voiture par ses propres moyens. Des témoins ont rapporté avoir vu un homme désorienté marcher le long de la route, mais le temps que la police arrive, il était parti. « Comment est-il arrivé au parc ?» demanda Jean-Luc, qui avait passé des mois à essayer de reconstituer le parcours de son père. Le médecin déplia une carte de la ville et de ses environs.
D'après les témoignages que nous avons recueillis, il semble que M. Dubois ait erré pendant plusieurs jours, désorienté. Certaines personnes l'ont vu à différents endroits, mais à cause de ses vêtements chers, bien qu'endommagés, ils ont supposé qu'il se promenait simplement. « La montre » murmura soudain Henri en touchant l'objet à son poignet. « Ne pas la perdre. Cadeau de Jean-Luc. »« Oui, mon chéri, » dit Isabelle à travers ses larmes. « Tu ne l'as jamais enlevée, même si tu avais presque tout oublié. » Le docteur Martin prit une note. « C'est très significatif. Dans l'amnésie dissociative, certains objets ou souvenirs spécifiques peuvent rester comme des encres émotionnelles, même lorsque tout le reste est oublié. » Antoine se leva et se dirigea vers Henri, posant doucement une main sur son bras. « C'est pour ça que vous la regardiez si souvent ?» Henri se concentra sur le garçon, un moment de clarté faisant surface. C'était comme si elle essayait de me dire quelque chose d'important. Quelque chose sur la maison. Le parc où M. Dubois a fini par se retrouver est également essentiel, observa le médecin. C'est un endroit calme, avec une routine prévisible. Pour un esprit traumatisé cherchant la stabilité, cet environnement était idéal. Yvette se souvint de tous ces matins à observer Henri sur son banc, toujours au même endroit, toujours dans la même position. Puis Antoine a commencé à lui apporter le petit déjeuner. Le docteur Martin sourit largement. Ça, madame, c'était peut-être l'élément le plus thérapeutique de tous. La routine qu'Antoine a établie, la connexion humaine constante, les soins réguliers, tout cela a contribué à créer un environnement sûr dans lequel le cerveau de M. Dubois pouvait commencer à guérir. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « J'ai aidé à le guérir ?»« Plus que tu ne l'imagines, jeune homme, » répondit le médecin. « Tes visites quotidiennes, tes dessins, tes histoires de dinosaures, tout cela a aidé à maintenir M. Dubois connecté au monde, l'empêchant de se perdre complètement dans son traumatisme. » Isabelle se leva et serra Antoine et Yvette dans ses bras. « Comment pourrons-nous jamais vous remercier ?» chuchota-t-elle. « Vous n'avez pas seulement nourri Henri, vous l'avez maintenu en vie, vous avez maintenu son humanité jusqu'à ce que nous puissions le trouver. » Jean-Luc s'avança, les yeux brillants de gratitude. « Antoine, tu as pris soin de mon père quand je ne le pouvais pas. Tu es un vrai héros. » Antoine rougit à l'éloge, cachant son visage contre le côté d'Yvette. « Je ne voulais juste pas qu'il ait faim, » marmonna-t-il. Et cette simplicité, cette pureté d'intention, c'est exactement ce dont il avait besoin, expliqua le docteur Martin. Parfois, la guérison la plus profonde vient des gestes les plus simples et les plus authentiques. Le médecin exposa ensuite le plan de traitement d'Henri. Il aurait besoin d'une thérapie régulière, de médicaments spécifiques et d'un environnement contrôlé pour poursuivre sa convalescence. Mais son pronostic était bon. « Ses souvenirs reviennent progressivement, » dit le médecin. « Avec un soutien approprié, nous prévoyons une amélioration significative. Bien sûr, certaines choses pourraient rester floues, et la période de l'accident aura probablement toujours des lacunes, mais M. Dubois a toutes les chances de retrouver une vie normale et épanouissante. » Yvette regardait son petit-fils tout assimilé. Pour un enfant de 5 ans, c'était beaucoup à traiter, mais Antoine semblait le saisir émotionnellement. « Alors, il va aller mieux ?» demanda Antoine, la voix remplie d'espoir. « Ça prendra du temps, » répondit doucement le docteur Martin. « Mais oui, il continuera à aller de mieux en mieux. » Et tu sais quoi, Antoine ? Tu as commencé ce processus de guérison il y a des mois, avec tes petites déjeuners et ton amitié. Henri, qui était resté silencieux pendant un moment, tendit soudain la main vers Antoine. « Merci, » dit-il, la voix plus claire que d'habitude. « Mon petit ange du petit déjeuner. » Tout le cabinet se tut, ému par ce moment de lucidité et de gratitude. Antoine sourit, un sourire radieux éclairant son visage. « De rien ?» répondit-il simplement. « Les amis aident les amis. » Et dans cette pièce accueillante, avec le soleil de l'après-midi peignant de douces ombres sur la fenêtre, ils comprirent tous la profonde vérité de ces mots enfantins. La guérison ne vient pas toujours des endroits attendus ou des traitements compliqués. Parfois, elle vient d'une assiette de nourriture offerte avec amour, d'un dessin coloré
ou d'une amitié libre de toute exigence. La vérité derrière la perte de mémoire d'Henri était une histoire de perte et de traumatisme, mais c'était aussi une histoire d'espoir et de rédemption, écrite dans les pages simples de la gentillesse d'un enfant. Les matinées dans le parc avaient changé. Le banc de pierre verdi par la mousse était toujours là, témoin silencieux d'une histoire extraordinaire. Mais maintenant, Henri s'y asseyait différemment. Non plus perdu dans ses propres souvenirs, mais comme quelqu'un essayant de reconnecter deux mondes qui occupèrent son esprit. « C'est étrange », dit-il à Isabelle, qui l'accompagnait maintenant lors de ses visites matinales. « J'ai des souvenirs de cet endroit, mais ils semblent différents, comme un rêve qui était réel. » Isabelle lui tenait la main, notant comment ses doigts jouaient encore inconsciemment avec la montre en or. La famille Dubois avait loué une maison près du parc, décidant de rester en ville pendant la convalescence d'Henri. Il lui était plus facile de suivre sa thérapie dans un endroit qui était devenu à la fois familier et sûr. « Papa ?» La voix de Jean-Luc résonna à travers le parc. Il arriva en courant, accompagné d'Antoine, qui portait son cher classeur de dessin. C'était samedi, et les visites d'Antoine étaient devenues une routine chérie par tout le monde. Henri sourit en voyant les deux garçons s'approcher, son fils adolescent et le petit ange qu'il avait nourri pendant des mois. L'une des complexités de sa nouvelle vie était d'équilibrer l'amour pour sa famille avec la profonde affection qu'il ressentait pour Antoine, né de sa confusion passée. « J'ai apporté un autre dessin », annonça Antoine en s'installant à côté d'Henri sur le banc. « C'est le nouveau parc que vous allez construire. » Le dessin représentait, avec l'imagination colorée d'un enfant de 6 ans, un parc transformé. Il y avait une aire de jeu, une bibliothèque, et au centre, le banc de pierre verdi par la mousse, conservé comme un monument. « C'est parfait, » dit Henri, sa voix beaucoup plus stable après des semaines de thérapie intensive. « Je pense que nous utiliserons tes idées pour le projet. » Isabelle sourit, se souvenant de la réunion où Henri avait révélé sa décision de transformer le parc en un centre communautaire moderne. C'était l'un des premiers moments où elle avait vraiment reconnu que son mari revenait, pas exactement comme il était avant, mais comme quelqu'un de profondément changé par son expérience. « Mais le banc doit rester, n'est-ce pas ?» demanda Antoine avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « C'est notre endroit spécial. » « Bien sûr qu'il restera, » répondit Jean-Luc, qui s'était beaucoup rapproché d'Antoine ces dernières semaines. « Papa, parle-lui de la plaque que nous allons mettre. » Henri hocha la tête, attirant Antoine plus près. « Nous allons l'appeler le banc de la gentillesse. Il y aura une plaque qui racontera l'histoire d'un garçon qui a changé la vie d'un homme perdu avec un petit déjeuner et son amitié. » Antoine rougit, cachant son visage contre l'épaule d'Henri. Il apprenait encore à gérer l'idée que ces petits actes quotidiens avaient fait une si grande différence. D'un banc voisin, Yvette observait la scène en souriant. Les dernières semaines avaient été un exercice de patience et de compréhension pour tout le monde. Il y avait eu des moments difficiles, quand Henri se sentait dépassé, quand Antoine pleurait sa vieille routine, quand la famille Dubois luttait pour se connecter avec un Henri qui n'était pas exactement le même qu'avant. C'est comme un puzzle, avait-elle expliqué à Antoine un soir où il était particulièrement triste. Certaines pièces sont de l'ancien Henri et d'autres de l'Henri que nous avons connu dans le parc. Il faut du temps pour qu'elles s'emboîtent toutes d'une nouvelle manière. La métaphore aida non seulement Antoine, mais toute la famille à comprendre le processus. Henri redécouvrait de vieux souvenirs, mais intégrait également ses expériences passées, qui étaient devenues une partie cruciale de qui il était maintenant. Les flashbacks se produisaient maintenant plus fréquemment. Parfois, en pleine conversation, Henri s'arrêtait, les yeux fixés sur quelque chose de lointain, alors qu'un souvenir émergeait, clair comme du cristal. « Jean-Luc avait 7 ans, dit-il soudain en regardant son fils. « Tu es tombé de ton nouveau vélo au parc. Ton genou saignait, mais tu n'as pas pleuré. Tu as dit que tu étais aussi courageux qu'un T-Rex. » Jean-Luc rit, des larmes brillant dans ses yeux. « Oui, papa. Et ensuite, tu m'as acheté une glace en disant que les T-Rex aussi aiment le dessert. » Des moments comme ceux-ci donnaient de l'espoir à tout le monde. Chaque souvenir retrouvé était célébré,
Chaque fil renoué était un petit miracle. Le docteur Martin avait expliqué que le cerveau d'Henri forgeait de nouvelles voies, reliant le passé et le présent d'une manière unique. C'est comme si le traumatisme avait brisé un vase, avait expliqué le médecin lors d'une séance. Nous pouvons le recoller, mais les lignes de réparation resteront toujours. Et parfois, ces marques rendent le vase encore plus spécial. La décision de transformer le parc fut prise pendant la thérapie. Henri avait commencé à parler de la façon dont l'endroit était devenu son refuge, même s'il ne savait pas pourquoi. « Je veux que les autres trouvent ici ce que j'ai trouvé », avait-il dit. Pas seulement un banc pour s'asseoir, mais un lieu d'espoir, de connexion, de nouveau départ. Le projet, développé avec la participation active de la communauté, comprenait une bibliothèque, des aires de loisirs, un café communautaire offrant des repas gratuits aux personnes dans le besoin, et divers programmes sociaux. La Société Dubois financerait non seulement la transformation, mais créerait également une fondation permanente pour maintenir et étendre des initiatives similaires ailleurs. « Tu vois, Antoine » dit doucement Yvette à son petit-fils en regardant les architectes présenter les plans préliminaires, « tes petits actes de gentillesse ont grandi, encore et encore, comme des ondulations dans un étang. » Antoine observait avec fascination. Pour lui, qui avait tout commencé simplement en voulant aider quelqu'un qui avait faim et était seul, c'était surréaliste de voir comment cette première assiette de petit déjeuner avait mené à quelque chose de si grand. Les séances de thérapie d'Henri étaient également devenues une affaire de famille. Antoine se joignait souvent, assis tranquillement dans un coin du cabinet du médecin, dessinant pendant que le docteur Martin menait les séances. Sa présence semblait ancrer Henri, surtout dans les moments les plus difficiles. « Il est comme un pont », observa le médecin à Isabelle, entre l'Henri qui était perdu et l'Henri qui revient. La pureté de leur lien transcende l'amnésie. Au fil des semaines, une nouvelle routine s'installa. Le matin commençait toujours tôt, mais maintenant, Henri préparait occasionnellement le petit déjeuner, accueillant Yvette et Antoine dans sa maison temporaire près du parc. Jean-Luc enseignait à Antoine des choses sur les dinosaures. Isabelle partageait des histoires sur Henri, et Yvette regardait fièrement son petit-fils devenir une partie intégrante de cette famille élargie. « Vous savez ce que j'aime le plus ?» dit Antoine un jour, en aidant Henri à nourrir les oiseaux dans le parc, un nouveau rituel qu'ils avaient établi ensemble. « Vous souriez beaucoup plus maintenant. » Henri s'arrêta, regardant le garçon les yeux embués. « C'est parce que j'ai beaucoup plus de raisons de sourire maintenant. J'ai retrouvé ma famille et j'ai gagné un petit ange gardien en prime. » La transformation du parc progressa rapidement. Le banc de pierre verdi par la mousse fut soigneusement préservé et restauré, occupant maintenant une place d'honneur au centre de l'espace renouvelé. Une plaque de bronze racontant son histoire était en cours de réalisation, un rappel permanent du pouvoir de la gentillesse. Parfois, les meilleures leçons viennent des endroits les plus inattendus, déclara Henri lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société Dubois, où il présenta les nouvelles initiatives sociales de l'entreprise. J'ai dû me perdre complètement pour être retrouvé par la gentillesse d'un enfant. Et cette gentillesse n'a pas seulement sauvé ma vie, elle m'a changé pour le mieux. Antoine, qui ne saisissait pas entièrement la portée de ce qu'il avait fait, continua simplement d'être lui-même, un garçon de 6 ans avec un cœur plus grand que le monde. Pour lui, l'histoire avait toujours consisté à aider quelqu'un qui semblait seul et affamé. Et c'était peut-être la leçon la plus profonde de toutes. Les actes les plus transformateurs ne viennent pas toujours de grands gestes ou de plans élaborés, mais de cœurs purs qui décident simplement de faire le bien, un petit déjeuner à la fois. « Mamie » demanda Antoine un soir en se préparant pour le lit. « Tu penses que d'autres personnes trouveront des amis spéciaux sur le banc aussi ?» Yvette l'embrassa sur le front, le cœur débordant de fierté. « J'en suis sûr, mon amour. Tu as montré à tout le monde que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un peu de gentillesse et d'un petit déjeuner partagé. » Et ainsi, alors que le parc changeait physiquement, ses visiteurs changeaient à l'intérieur, touchés par l'histoire de l'homme qui fut perdu et retrouvé, et du garçon qui prouva que l'amour et la gentillesse peuvent construire des ponts sur les gouffres les plus profonds de l'esprit et du cœur.
Le soleil matinal baignait le parc rénové d'une lumière dorée, illuminant la plaque de bronze nouvellement installée à côté du banc de pierre verdi par la mousse restaurée. C'était un jour spécial, exactement 1 an depuis les retrouvailles qui avaient changé tant de vies. Henri Dubois était assis sur le banc, maintenant le cœur symbolique du nouvel espace de solidarité, attendant l'arrivée de son petit ami. Son regard errait à travers l'espace transformé. La bibliothèque moderne aux parois de verre, le café communautaire animé, l'air de jeux colorés où les enfants riaient et jouaient. Monsieur Henri. Le son familier de la voix d'Antoine traversa l'air matinal. Âgé de 6 ans maintenant, il courait à travers le parc avec la même énergie que toujours, bien qu'il y ait une nouvelle sagesse dans ses jeunes yeux. « Pile à l'heure !» sourit Henri en tapotant la place à côté de lui sur le banc. « As-tu apporté le petit déjeuner ?» Antoine gloussa en brandissant la petite boîte à lunch qu'il portait. « Toujours. Mamie a fait ces pains au fromage que vous aimez. » Ils avaient gardé la tradition, des rencontres hebdomadaires sur le banc, partageant le petit déjeuner et des histoires. Au cours de l'année écoulée, Henri avait retrouvé la plupart de ses souvenirs, mais avait choisi de maintenir en vie le rituel né dans ses jours les plus sombres. « Tu sais, » dit Henri en grignotant un pain au fromage encore chaud, « parfois je pense que j'ai dû tout perdre pour trouver les choses les plus importantes de la vie. » Antoine le regarda avec ce mélange unique d'innocence et de compréhension que seuls les enfants possèdent. « Comme être gentil avec les gens ?»« Exactement, » sourit Henri. « Avant l'accident, j'étais si occupé à être important, à conclure des marchés, que j'avais oublié ce qui compte vraiment. Il a fallu un petit garçon avec une assiette de petit déjeuner pour m'apprendre ce qui est vraiment important. » Le parc bourdonnait autour d'eux, alors que la journée commençait. Les gens arrivaient pour l'ouverture officielle du centre communautaire. Isabelle supervisait les derniers arrangements, tandis que Jean-Luc, maintenant âgé de 16 ans, coordonnait un groupe de jeunes volontaires aidant pour les événements de la journée. « J'ai vu les papiers que mamie a signés hier, » dit Antoine nonchalamment. C'était à propos de l'école. Henri hocha la tête. Le fonds éducatif Espoir était l'une de ses premières initiatives après sa guérison, en commençant par Antoine. Il garantissait que les enfants locaux auraient accès à une éducation de qualité jusqu'à l'université. « C'est le moins que je puisse faire, » répondit-il. « Tu m'as appris que la gentillesse engendre plus de gentillesse. Maintenant, d'autres enfants auront la chance de réaliser leurs rêves. » Antoine aperçut une famille entrant dans le café, une mère, un père et 2 petits-enfants. Il savait qu'ils étaient l'une des familles recevant des repas gratuits grâce aux programmes sociaux du centre. « Ils n'ont plus à avoir faim, » dit-il fièrement. « Non, ils n'ont plus à avoir faim, » acquiesça Henri. « Et tout a commencé parce que tu as décidé que je ne devais pas manger mon petit déjeuner seul. » Yvette les rejoignit, ses cheveux argentés brillant au soleil. L'année écoulée avait été transformatrice pour elle aussi. Au-delà de voir son petit-fils grandir en compassion et en sagesse, elle gérait maintenant les programmes sociaux du centre. « C'est presque l'heure, » dit-elle doucement. Les gens se rassemblent pour la cérémonie. Henri hocha la tête, mais resta assis sur le banc. Ce moment avec Antoine était sacré, sa façon d'honorer le lien spécial, formé dans ses jours les plus sombres. « Saviez-vous que d'autres enfants font la même chose ?» dit Antoine avec enthousiasme. « J'ai vu 3 garçons apporter des sandwichs à un monsieur au parc l'autre jour. » Henri sentit les larmes lui monter aux yeux. L'exemple d'Antoine avait inspiré d'autres enfants du quartier, créant un effet d'entraînement de la gentillesse. « C'est comme ça que fonctionne la gentillesse, » expliqua Henri, « comme des ondulations dans un étang. Un petit acte peut toucher de nombreuses vies différentes. » La cérémonie d'ouverture fut émouvante. Henri, maintenant complètement rétabli mais profondément changé, parla de la façon dont un simple acte de gentillesse avait non seulement sauvé sa vie, mais avait changé sa perspective sur ce qui compte vraiment. « Ce centre, dit-il à la foule rassemblée, n'est pas seulement un ensemble de bâtiments. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de la compassion,
un rappel que parfois nos anges gardiens se présentent sous de petites formes, portant des assiettes de petit déjeuner. Le moment le plus touchant fut lorsqu'Antoine et Henri dévoilèrent la plaque commémorative à côté du banc. Gravée dans le bronze se trouvait l'histoire de comment un garçon de 5 ans, avec un amour pur dans son cœur, avait sauvé un homme perdu grâce à un simple acte de gentillesse quotidien. Isabelle serra Yvette dans ses bras, les deux femmes essuyant discrètement leurs larmes. Jean-Luc sourit, son bras autour des épaules d'Antoine. La famille Dubois avait élu domicile permanent dans la ville, ne voulant pas quitter un lieu et des gens qui étaient devenus si importants dans leur vie. Après la cérémonie officielle, un déjeuner communautaire fut servi au café. Des gens de tous horizons se mêlaient, partageant nourriture et histoire. C'était exactement ce qu'Henri avait imaginé. Un espace où les barrières se dissolvaient et où la communauté grandissait plus forte grâce au partage. Mamie appela Antoine, entraînant Yvette dans un coin tranquille. « Tu penses que mon papa serait fier ?» Yvette embrassa son petit-fils, le cœur rempli d'amour. « J'en suis sûr, mon chéri, tu as transformé la douleur en amour, la solitude en communauté. Il n'y a pas de plus grande source de fierté que cela. » Tard dans l'après-midi, alors que la plupart des invités étaient partis, un petit groupe resta rassemblé autour du banc de pierre, verdi par la mousse. Henri, Isabelle, Jean-Luc, Yvette et Antoine. Une famille formée dans des circonstances extraordinaires. « Au nouveau départ !» trinqua Henri avec sa tasse de café. « Et à la gentillesse qui nous a réunis ici !» ajouta Antoine, levant son verre de jus. Le soleil se coucha à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Le parc, maintenant transformé en un centre communautaire vibrant, restait un témoin silencieux de la façon dont l'amour peut combler les gouffres les plus profonds et comment la gentillesse, même des plus petites mains, peut changer le monde. Henri jeta un coup d'œil à la montre en or à son poignet, le cadeau de Jean-Luc. Autrefois, sa seule encre pendant ces jours de confusion, elle symbolisait maintenant non seulement son passé retrouvé, mais le temps précieux qu'il ne voulait plus gaspiller. « Même jour, même heure, la semaine prochaine ?» demanda Antoine en ramassant les restes de leur petit déjeuner partagé. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », répondit Henri avec un sourire. « Après tout, certaines traditions sont sacrées. » Et ainsi, alors que la journée tirait à sa fin, le banc de pierre verdi par la mousse restait, témoignant silencieusement d'une histoire extraordinaire de perte et de découverte, d'obscurité et de lumière, de la façon dont un simple repas offert avec un amour pur pouvait changer non seulement deux vies, mais toute une communauté. L'héritage de la gentillesse d'Antoine continuait de se répandre comme des ondulations dans un étang, touchant de plus en plus de gens. Et quelque part, peut-être, un autre petit ange décidait que personne ne devrait avoir à manger son petit déjeuner seul.